still ain't got nobody fat. Jeez. That's his dad. Ngannou Francis, issu d'une famille pauvre d'Afrique, SDF à Paris et champion du monde aux États-Unis. Je te garantis que son histoire va littéralement transformer ta vie. Alors, si tu crois en toi, regarde ça. Francis Ngannou est né au Cameroun, dans un petit village. Il est issu d'une famille très peu aisée. À l'âge de 6 ans, ses parents divorcent. Et pendant le divorce de ses parents, justement, il est amené chez sa grand-mère. Sa grand-mère avait déjà d'autres enfants qui étaient déjà là. Mais ces autres enfants faisaient comprendre à Francis qu'il ne faisait pas partie de la famille. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu l'intégrer. Et ça, c'est déjà une des premières, je dirais, blessures, une des premières méchancetés de la vie qu'a dû vivre Francis Ngannou. Ensuite, il a été d'école en école. Et le fait de changer d'école a fait qu'il n'a pas pu vraiment s'intégrer avec ses camarades d'école. Il était toujours un petit peu rejeté, celui qu'on laisse au fond de la classe. J'ai grandi. Je suis né d'une famille très pauvre. On a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. Arrivé à l'adolescence, Francis se dit qu'il aimerait bien être architecte, parce qu'il aime bien les maths et il sent qu'il est capable de lire un plan. Ou bien avocat, parce que lorsque ses parents ont divorcé et qu'il a vu les honoraires d'avocat, il s'est dit « mais il y a moyen de se faire de l'argent et je pourrais au moins aider ma famille ». Mais c'est là que le bas blesse. Tu vois, Francis avait ses rêves là, mais il est très vite retombé sur terre. Parce qu'il a dû aller travailler dans les mines de sable. Travailler dans les mines de sable juste pour ramasser un salaire de misère afin de manger, afin de pouvoir aller à l'école. Et le temps passant, année après année, à force d'avoir travaillé dans ces mines de sable, il y a un moment où Francis se pose des questions. Il se pose des questions sur sa vie, sur où est-ce qu'il en est. Qu'en sera-t-il de son avenir s'il continue à travailler justement dans ces mines de sable ? Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Les gens, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils. Et moi, ça me faisait peur. Surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité. Et ça me faisait paniquer. Je ne pouvais pas. Bref, à l'âge de 22 ans, Francis décide de partir dans la capitale économique du pays, Douala. Et il décide d'y faire de la boxe. Pourquoi la boxe ? Eh bien, quand il était petit, un jour, il avait vu un poster de Rambo. Et tu sais, Rambo, il est hyper fort, hyper musclé. Et le petit, ça l'a inspiré. Et il s'est dit, je veux être fort, comme Rambo. Et au fur et à mesure, il a découvert la boxe, les sports de combat. Et il s'est dit, je veux être champion de boxe. Et c'est la raison pour laquelle il est parti dans la capitale économique du pays, Douala. Alors, au début, bon, il a 22 ans, donc les gens le disent, mais Francis, c'est un peu trop tard pour que tu deviennes champion du monde, tu vois. Les gens commencent très tôt, à l'âge de 10 ans, quand ils sont jeunes, et tu dois maîtriser les bases et les techniques. Non, Francis, vraiment, oublie, c'est impossible pour toi. Mais Francis décide d'y aller quand même, il est déterminé, tu vois. Et ça vaut mieux d'essayer plutôt que de retourner travailler dans les mines de sable. Alors, lors de ses premiers combats, Francis, il se fait déchirer. C'est normal. Les adversaires sont beaucoup plus expérimentés que lui, beaucoup plus rapides que lui. À 22 ans, commencer la boxe, c'était perdu d'avance. Surtout que j'étais déjà un poids lourd qui n'avait jamais fait du sport dans sa vie. Les gens ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Le jour où j'ai mis les gants pour la première fois, les mecs en face de moi, ils étaient très rapides.
J'arrivais pas à les toucher, ils me touchaient quand ils voulaient. J'ai compris que c'était pas gagné. Lors de mon premier combat, c'était difficile aussi. Parce que je me suis fait toucher au premier round. Il y a eu un clic dans ma tête. J'ai pris les choses en main. Tellement j'étais agressif, l'arbitre a dû arrêter le match. Mais il était évident que je devais quitter le Cameroun, aller autre part ailleurs où j'aurais plus de chances dans la bourse. Mais l'atmosphère pour Francis était trop négative. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde le regardait bizarrement. Les gens disaient mais tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien. Et Francis comprend que, en restant dans cet endroit, c'est vrai, il n'arrivera à rien. Et il est temps pour lui de partir, de découvrir un autre endroit où est-ce qu'il pourra peut-être réaliser son rêve. Et c'est là que commencent les galères. Les galères commencent pour Francis. Parce que Francis décide d'aller en Europe, d'atteindre l'Europe. Parce qu'il se dit que là-bas, il y aura peut-être quelque chose pour lui, un meilleur avenir pour lui. Donc, quel est le meilleur moyen quand tu es au Cameroun pour atteindre l'Europe? C'est de traverser l'Afrique. Mais il y a un moment où tu devras traverser le désert du Sahara. Et tu sais, il y a des passeurs qui font passer plusieurs migrants et ils te mettent genre 25 personnes dans une remorque d'un pick-up. Vous êtes 25 avec peu d'eau. Pourquoi? Parce que si tu rajoutes trop d'eau et trop de nourriture, le pick-up, il sera trop rempli, il sera trop lourd et il ne pourra pas avancer, ça va consommer plus. Donc tu vois, les conditions de voyage sont déjà très difficiles. Mais traverser le Sahara, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a des voleurs, il y a des brigands, il y a des vrais dangers à traverser le Sahara. Et il y a tellement de gens qui ne considèrent pas la valeur d'un être humain. Tu vois, pour toi, pour eux, t'es rien. Tu n'es rien pour eux. Tu n'es qu'un migrant de passage. Ta vie ne vaut rien. Et Francis traverse ce danger en étant totalement conscient de ce qui pourrait lui arriver. Et en laissant sa famille derrière. Donc imagine-toi, il pourrait t'arriver n'importe quoi. Tu pourrais mourir au milieu du désert, personne ne le saurait. Ta famille ne le saurait pas. Elle ne serait jamais prévenue. Et peut-être que le jour où elle serait prévenue, la peine qu'elle ressentirait, de savoir que tu es parti dans ces conditions si difficiles, si horribles. Mais Francis est parvenu à traverser ce désert. Et il arrive au Maroc. Au Maroc, il se retrouve dans le nord, dans le Chamel. Et là, pendant 1 an, il va vivre dans la forêt. Pourquoi? Parce que s'il se faisait attraper par les autorités, il savait qu'ils allaient le ramener dans le sud. Or, à quoi bon avoir fait tous ces efforts, avoir traversé tous ces dangers pour se retrouver à la case zéro? Ça ne sert à rien. Donc, il a fait le sacrifice avec d'autres migrants, de vivre dans la forêt, de manger ce qu'il trouvait, de chasser, de faire ce qu'il pouvait. Mais au moins, ils étaient proches de la frontière espagnole, avec Melilla. Et un jour, il la traverse. Il traverse. Tu sais, Melilla, c'est genre un mur comme ça avec des barricades et tu dois monter le truc pour le traverser. Mais t'as les flics de l'autre côté qui t'attendent. Minuscule territoire de 12 km², Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable. Le 17 septembre dernier, des centaines de clandestins en étaient venus à bout lors de cet assaut spectaculaire. Beaucoup avaient été arrêtés et renvoyés au Maroc par la Guardia Civile. Bref, il a mis le pied à Melilla. Mais lorsqu'il a mis le pied à Melilla, on l'a ramené à Tenerife. Et il a fait de la prison là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il a réussi à s'en sortir. Et il s'est retrouvé à Paris. Mais à Paris, il avait rien. Il n'avait aucune source de revenus, il n'avait rien du tout. Et il était obligé de dormir dans la rue. SDF. À 26 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on peut déjà faire un point. Imagine-toi, tu as 26 ans.
T'as traversé plein de galères, t'as rien en poche, t'as pas un sou, ta famille est de l'autre côté. Je veux dire, t'as l'impression d'avoir gâché ta vie. T'as l'impression que ta vie est foutue, qu'elle est terminée, de ne pas l'avoir réussi. Mais Francis, il a un autre mindset. On l'appelle le prédateur. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le prédateur? Parce que, tu sais, dans la vie, on a deux choix. Soit on décide d'être une proie, soit on décide d'être un prédateur. La spécificité de la proie, c'est simplement de subir les choses, de subir le monde, de subir les attaques. Tu subis toute ta vie. Et parfois tu te plains. Francis, lui, il a décidé d'être un prédateur. Le prédateur, c'est quoi? Eh bien, je pense que la plus belle image du prédateur, c'est le loup. Parce qu'un loup, il est indépendant. Un loup, il ne demande rien à personne. Un loup, il compte sur lui-même. Et tu sais, je fais souvent ce parallèle entre le loup et le chien. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais un chien, il attend qu'on lui donne la nourriture. Le chien, il attend qu'on le sorte avec la laisse. Le chien attend qu'on lui donne. Un loup, tu pourras jamais lui mettre une laisse. Un loup, il n'attend pas à ce que tu lui donnes à manger. Le loup chasse de par lui-même. Et ça, c'est le mindset du prédateur. C'est de se dire, je n'attends rien des autres, je compte sur moi-même parce que je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes rêves. Et tu sais, quand Francis arrive à Paris et qu'on lui dit, oui mais tu sais Francis, c'est pas facile ici à Paris, c'est dur, c'est pas ce que tu crois, c'est pas le paradis. Voici ce que répond Francis. Ceux que je rencontrais, ils me disaient, tu risques d'être déçu. La France, c'est pas aussi le paradis tel que tu t'imagines. Je dis, mais je veux pas le paradis. Le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé. Et croyez-moi, je vais créer mon paradis. Et là où certains se seraient dit, c'est bon Francis, tu y es arrivé, t'es en Europe, t'as fait le job. Eh bien non. En réalité, tout ne faisait que commencer. Et donc, tu sais, quand Francis Ngannou arrive en France, à Paris, quelle est la première chose qu'il fait? Il cherche une salle de boxe. Parce qu'il a toujours ce rêve qui habite en lui, devenir champion de boxe. Alors il va chercher une salle, et il trouve une salle. Et là, il y a un moment, il y a un coach qui le regarde en train de boxer, et il voit ses mouvements, et il voit comment est-ce qu'il boxe. Et à un moment, il lui dit, mais Francis, tu devrais faire du MMA. Ça correspond plus à ton style. Et Francis, qu'est-ce qu'il répond? Ouais, d'accord, je le fais. Même s'il ne savait pas c'était quoi du MMA. Il ne savait pas c'était quoi du MMA. Mais il devait saisir l'opportunité. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as rien, tu dois saisir chaque opportunité comme si c'était la dernière. Et il l'a saisi. Et il s'avère que Francis Ngannou, c'est un homme qui a une force physique, une force athlétique exceptionnelle, au-dessus de la normale. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Je veux dire que, tu sais, chaque personne dans ce monde a reçu un don. Chaque personne dans ce monde a un trésor au fond de soi. Toi, moi, Francis, on a tous reçu un don. D'accord? Francis, il savait le don qu'il avait reçu. Il a reçu une force exceptionnelle. Une force qui lui permettrait d'atteindre justement plusieurs types de sports de combat. Connaissant ce don, il a décidé de le développer, de l'utiliser. Parce que ça ne suffit pas d'avoir un talent. Il faut le travailler ensuite. Et Francis Ngannou, il s'est donné corps et âme pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Jusqu'à un jour, atteindre la reine des compétitions du MMA, c'est-à-dire l'UFC.
Et Francis Ngannou, c'est... Franchement, il a fait des combats exceptionnels en MMA. Vraiment des combats de légende. Tu vois, il y a la mise en évidence de cette force pure qu'il a, de ce don qu'il a reçu, mais qu'il a travaillé en même temps, qu'il n'a pas laissé là. Et là arrive le combat de sa vie. Le combat pour le titre de champion UFC. Face à Stipe Miocic. Miocic, bon bref, je sais pas comment on dit le nom de ce gars, mais on va le dire Stipe, d'accord, ce sera plus simple. Et il s'avère que Francis l'avait déjà rencontré lors d'un combat précédent. Et il avait perdu ce combat. Alors, tu sais, lorsque tu perds un combat, c'est difficile au niveau de ton ego. C'est très dur à gérer. Et quand tu es Francis Ngannou, d'accord, que tu as commencé le MMA plus tard que tout le monde. Tu vois, tu avais déjà dépassé les 25 ans que tu commençais ce sport. Et que le gars qui est en face de toi est l'un des meilleurs combattants de tous les temps dans sa catégorie. Et qu'il a beaucoup plus d'expérience que toi. C'est clair que tu dis que tes chances sont moindres. Tu as moins de chances de remporter la victoire. C'est vrai. Mais Francis s'est battu avec ses armes. Déjà, il était ultra concentré. Et il a tout donné. Ce qui a fait qu'il a pu remporter le titre de champion UFC. Bon, moi je vais t'avouer que quand j'ai découvert l'histoire de Francis Ngannou, j'avais grave honte. J'avais grave honte de moi-même. Pourquoi? Parce que, tu vois, je me plains beaucoup parfois. Et je me plains pour des choses qui sont tellement débiles quand je vois ce qu'a traversé cet homme. Quand je vois comment cet homme a sacrifié sa vie, comment est-ce qu'il a traversé des dangers, des vraies galères. Ce qu'a vécu Francis par rapport à moi ou par rapport peut-être à toi, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire? Et l'idée c'est quoi? C'est pas de te culpabiliser. C'est pas de te dire non, t'as pas le droit de te plaindre, etc. Mais si tu veux avoir le mindset du prédateur, le mental du prédateur, comme Francis, je pense que la première idée que tu dois te poser, la première question que tu dois te poser, c'est de te dire: est-ce que c'est vraiment insurmontable? Est-ce que cette épreuve, est-ce que cette chose qui me dérange dans ma vie est insurmontable? Non. Rien n'est insurmontable dans la vie. Tu peux tout surmonter. Regarde Francis. Francis venait du bas, du bas, du bas. Allez, on aurait tous parié il y a 20 ans que Francis Ngannou deviendrait champion du monde du UFC. Personne ne l'aurait cru. Personne n'aurait parié 1 euro sur lui. Pourquoi? Parce que regarde l'environnement d'où il vient. Le gamin travaillait dans des mines de sable. Et pourtant, il a forcé le destin. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire les choses. C'est-à-dire, il n'a pas attendu qu'on lui donne les choses, il a été les prendre. C'est ça qu'il faut. Prendre les choses, parfois, c'est forcer le destin. Tu vois? Quand il va dans sa première salle de MMA, je crois que c'est le MMA Factory, il est avec le coach Fernand Lopez. Il force le destin, il va le rencontrer pour s'entraîner avec un des meilleurs. Tu forces ton destin. Le deuxième élément à savoir, c'est ce que tu veux vraiment. Francis, il voulait être champion de boxe. C'est ce qu'il voulait vraiment. Et il a traversé le désert pour le devenir. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu serais prêt à traverser pour cette chose? Est-ce que tu serais prêt à aller jusqu'au bout pour ce rêve que tu veux vraiment ou pas? C'est la deuxième question que tu dois te poser. Maintenant, il y a une troisième question et qui est extrêmement importante. Quel est ce trésor qui est caché au fond de toi-même? Quel est ce don, ce talent que tu as reçu? Est-ce que tu l'exploites comme il faut? Est-ce que tu es fainéant? Est-ce que tu crois en toi ou pas? Moi, si Francis était venu à Paris et qu'il m'aurait dit « je veux être champion du monde », j'aurais dit « c'est bien mon gars, mais t'as déjà 26 ans, c'est trop tard ». Tu vois ce que je veux dire? Et même si t'es fort, je pense pas que tu y arriveras. Bah, j'aurais eu faux sur toute la route. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que
Tu sais, dans la vie, tu vas avoir plein de gens qui vont te dire ça. Qui vont te dire oui, mais c'est bien, mais reste à ta place. C'est pas le moment et tu n'y arriveras pas. Et le problème, c'est que ces mots-là nous touchent personnellement et nous démotivent. Quand on nous dit qu'on n'y arrivera pas, eh bien, inconsciemment, on y croit un peu. On croit un peu qu'on n'y arrivera pas. Et à force de l'entendre, eh ben, toutes ces phrases s'additionnent les unes aux autres pour peser sur notre morale et briser notre motivation. Et on n'a plus envie de le faire parce qu'on ne croit plus en nous. Et d'échec en échec, à force de goûter l'échec, à force de goûter les galères, on n'en a plus envie. C'est humain. Mais il y a des fois, il faut aller au-delà de l'humain. Aller au-delà de l'humain, c'est de se dépasser. Quand on n'a plus de force, quand on n'a plus d'énergie, on essaye quand même. On donne tout ce qu'on peut. C'est ça être un champion. Un champion, c'est pas être un humain comme un autre. Un champion, c'est quelqu'un qui donne plus que ce qu'il ne peut donner. Pourquoi? Parce qu'il se bat pour un rêve, pour quelque chose qui le dépasse. Et quand tu te bats pour quelque chose qui est plus grand que toi, qui te dépasse, mais qui te tient à cœur, il y a un moment où personne ne peut t'arrêter. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut d'abord croire en toi. C'est le premier élément. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peut la changer. Il n'y a que toi. Tu sais, je pense que c'est une des vidéos qui a été la plus difficile pour moi à faire. Parce que je suis très ému. Ça me touche vraiment très très fort. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui traversaient justement le désert. Des gens qui ont traversé le désert pour atteindre l'Europe. Et qui me disaient, Aziz, quand on était dans le pick-up, on écoutait du H5 Motivation pour essayer de se motiver. Et tu vois, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que il y a des gens qui vivent des choses tellement difficiles et que toi, tu vis dans le confort, mais tu essayes d'apporter un petit truc. D'accord? Tu essayes d'apporter une petite chose à ces gens. Une petite chose au monde, quoi. Et moi, ça me touche vraiment. Et ce que je voudrais, c'est que toi aussi, tu apportes ta touche au monde. Une touche qui pourra aider les gens. Je voudrais que tu partages en commentaire un message d'espoir, un message inspirant, un message motivant pour une personne qui est en galère, pour une personne peut-être que tu connais ou une personne que tu ne connais pas. Ou peut-être qu'il y aura une personne dans 100, dans 150 ans qui relira les commentaires et qui trouvera dans ton message quelque chose qui lui donnera le courage, l'énergie pour redémarrer, pour traverser l'enfer. Parce que dans le fond, une galère, c'est quoi? Une galère, c'est de l'enfer. Mais l'enfer n'est pas fait pour que tu y restes. L'enfer est fait pour que tu le traverses.